Let's get started with the next session, Certified for Change. It still looks like the sound is going, but it can be from the neighbors. Yeah, right? The music is from the neighbors, okay. So we can get started. I hope everyone has received the information about the translation in the translation app. The app will help you because this session is going to be multilingual, some presentation in English, some in French. And I'm going to also ask again to the presenters today to speak slowly so the translators have the translation app has the time to do the translations. So, Certified for Change, Ecolabels and Regional Cooperation in Tourism. Welcome, my name is Hugo, Hugo, Ugo, what you like. I respond to multiple ways of saying. Hugo, probably most commonly used. I'm Director for Destination Certification at Green Destinations, and I'm having the pleasure to host this very important session on certification and regional cooperation. As tourism sector evolves, sustainability labels and collaborative frameworks are becoming central drivers of progress. And in this session, we will see how regional partnerships, private sector engagement, and certification systems are improving environmental and social performance across the destinations. From Corsica to Morocco, from Jordan to the Ardennes, each case highlights how common standards and eco-labels can raise the bar for businesses, support cooperation, and create lasting positive impact. I'm hoping that Monsieur Maretti has also arrived because he is in the... So, sorry, I haven't... I couldn't recognize you at the moment. Great, so we have everyone in the panel here. That's one check. I will then start with a brief introduction from the Green Destination Certification Program. So, as most of you know, Destination Recognition Program of Green Destinations has always been presented as a scale that goes up from top 100 stories as a kind of kindergarten for destinations interested in certification. Top 100 stories competition, annual competition with initial sustainability assessments. Then it has the awards program. Bronze, silver, gold, platinum recognitions of progress towards compliance with our green destination standard. And ultimately, GSTC accredited certification based on the full compliance with our standard. The standard consists of 75 mandatory criteria covering 6 themes: destination management, nature, environment, culture, social, and business and communication. The awards program methodology is consisting of a calculation of a score based on the compliance. So bronze award is calculated after considering the different 75 criteria compliance, partial or full compliance. It comes out with a score. 6 or higher is bronze, 7 or higher is silver, from 8 it's gold, and from 9 it's platinum. And then the certification program is actually on top of that. But I would like to share you some recent regulations, directive on empowering consumers for the green transition, which aims to ensure more reliable information about products' environmental impact and strengthen consumer protection against the misleading environmental claims that are happening in the world of marketing, of businesses, of brands, of different products. It requires sustainability certifications, etc., to meet, as they quote, minimum conditions of transparency and credibility, including objective monitoring of compliance carried out by a third party.
there we go. The practical details of this directive are implementation, enforcement, interpretation are still being worked out. It has to do with the Green Claims Directive, another regulation which was planned to arrange all this but has been cancelled. For example, at the moment it's not yet clear whether certification bodies can only issue accredited labels and what accreditation is accepted then. On the other hand, non-EU destinations using certification in their communication on the EU market are also subject to these requirements. And public authorities are not required to follow international standards for certification. But the international standards that they are referring to, ISO standard, has an implication for green destinations, and we're presenting a few of them solutions that we have for that. So for example, Top 100, what we have currently done, so presented as a first step in certification. We cannot do that as such anymore when the directive is going to be implemented, because it's too limited of a sustainability verification, whereas destinations have used it as a sustainability claim, actually, for their entire destination. While the Top 100 Stories is really a story competition. It's recognizing a story's inspirational features. The award program is using a recognition of partial compliance with the GD standard, and certification program has the problem that the GSTC's accreditation is not recognized at the EU level. So for the Top 100 competition for next year, we are going to take out the Step 1 core criteria assessment, or the sustainability check, as an eligibility. So we'll focus much more on the storytelling element, and the communication will better indicate that only the story is acknowledged and not the destination. And the award program, we're upgrading that to an accredited certification program with different levels of certification, but it will reflect very well what criteria are complied with. Unfortunately, at the moment, there's no EU accreditation body who can process this. Accreditation will likely take a while, and therefore we aim to maintain the current awards program until there's something available that can accredit this new certification program. So currently, at 2026, this is going to be the system as destination recognition. Awards program is moving towards the communication, and eventually creating in 2027 one full certification, accredited certification program. That's an overview for the updates in our awards and certification program. So it's the pleasure then to leave the floor for our esteemed panelists, and starting with Alison Berg. Alison is the director of Acorn Sustainable Tourism Consulting and a sustainability specialist with over 25 years of experience across more than 50 countries. She supports tourism boards, associations, and community enterprises in applying global sustainability frameworks through practical, inclusive strategies. In Jordan, Alison leads the CBI tourism program, aligning regional stakeholders around shared vision and developing national training programs on sustainable marketing. The floor is yours, and there will be a timer there to indicate the time. Please go ahead, and I should go there. There's the clicker. Thank you very much. Thank you. Well, good afternoon, everybody. Thank you very much for coming along to this session. I'm going to work out how this works. Okay. I'm going to give you a sort of whistle-stop tour through about 5 years that I've been working in Jordan, and really how we've worked over there as a team. I've been working with a local team of
Travel Life GSTC trainers, of Travel Life auditors, Greenfins auditors, people that are based on the ground, really help delivering the work that the CBI team have been doing in Jordan. I'm been the institutional sort of expert on the team, so really working primarily with the institutions as well as linking very closely with the part of the team that's working directly with the private sector and tour operators. So our sort of common vision really, although the objective that we had as in this program was to develop a shared vision for responsible tourism across Jordan and really working private sector and with regional authorities to come up with a joint vision for sustainable tourism development across Jordan. So quite a challenge. We had a lot of different partners that we were working with. JITOA, which is the Jordan Inbound Tourism Association, but also we're working with a sort of cohort of 10, grew up to 18 different tour operators. We were working with the Royal Society for the Conservation of Nature, the Aqaba Special Economic Zone, Aziza, the Jordan Trail Association, and with the Jordan Tourism Board, National Tourism Board. And both Aziza and JTB are both here in the audience, and I hope will contribute to the conversation as we go on. So really I'm speaking very much about the work that they've been doing in Jordan. So we tried to, the real challenge was how do we bring everybody together? And I think, what I want to just touch on here is the tools that we've been using, those certification tools that have really helped people come to a common vision. So, with GSTC being an international standard, an international criteria, but can be adapted in many ways to different organizations, different needs. So in terms of destination management, we work with the top 100, as well as the ACP framework. For marketing, we worked on a framework of sustainable marketing strategies for national tourist boards, which we've been developing. And for industry, with Travel Life, with Good Travel Program, the SEAL, the SCAN. And then with community suppliers, starting work with the Travel Life and ATA codes of conduct. So with the private sector, we worked, first of all, with the Tour Operator Association, because everybody at that time, to be honest, wasn't really interested in sustainability. Somebody at Aziza, head of marketing, told me, Alison, really don't waste your time. It's not going to go anywhere. And with the Jordan Tourist Board, they've always been interested in how they could lead the sector, but sort of it was a long way off, really. There was a lot of knowledge to be built there. So what we'd really focused on, particularly with the tour operators we were working with in the Inbound Tourism Association, was really looking at what the market opportunity was. Why should anybody spend their time investing in sustainability? So we looked at the market opportunity. The CBI have a whole set of niche market reports that are on their website, and we looked at the whole business case around different markets. And there are big challenges around COVID, around Gaza, the whole political situation that made it very challenging for the business community. So really having a strong business case was critical for that. We also looked for where there were sort of quick wins, quick opportunities, and the Royal Society of Conservation of Nature, very established organisation, working a lot around conservation, and we worked with them to develop a top 100 story, and they got the sort of first place in the Nature and Scenery Award for their wetland reserve in Azraq in the east of Jordan, and we felt that working with them, the sort of low-hanging fruit, as it were, that would hopefully inspire other places in Jordan to really see that there were a lot of opportunities there for them to showcase a lot of good work that was already going on. Along with that, we're looking for some way to look at community standards. And the Jordan Trail Association, who works very closely, it operates the trail that goes from north to south of Jordan. It's about 500 or 600 kilometers and has a lot of community suppliers along the route. So we worked with the Travel Life and ATA codes of conduct, which you may know, to see how they could be built into those suppliers.
the existing supply requirements that the trail has. But they're also, we worked with them to set up a sort of the first network of sustainability champions, because as I say, there were a lot of really good work going on across Jordan, but it was all very much working in silos. People weren't really coming together around that. So it started off as very much a WhatsApp group, and it's still that. It was quite slow to start with, but it was about bringing people together and created a network of people that could share their good experience and different knowledge. We also work very closely down in Aqaba in the south with Aziza, again starting with that knowledge of understanding the market, supporting. They had a green growth strategy where Aziza was, the aim was Aziza, Aqaba would become an ecotourism destination. So we talked about the fact that that needed to be a robust process, and that they should start thinking about whether they should become certified. That was a long step from where they were, but they were quite motivated by the fact that RSCN had become one of the, were on the top 100 list with their story. And that inspired Aziza to try going for that, going to get onto the top 100 list the following year, which they did and have had 2 very successful top 100 stories. And then from that signed an MOU with Green Destinations and have since then been working towards their first assessment, which was in August. So we find out this evening whether or not they will have achieved their bronze award. So we're fingers crossed for that later on this evening. So really that motivation from elsewhere was very valuable. And with the Jordan Tourism Board, again, we started with that market opportunity. What is it that the sector would want? As I say, JTB were very keen to be able to lead the sector around sustainability. And we did the training. We did the first task really was to increase the capacity and knowledge and confidence of the organisation and people there. So we did a 6-9 months training around sustainable marketing communications and the process that's needed to do that, both at senior management level and then much more widely across the organisation. And that has really led to sustainability committees being very proactive in Aqaba. The network of sustainable champions, several of them have joined JTB's external sustainability committee. They also have an internal sustainability committee. They've been starting to develop a sustainable product inventory and have developed a sustainable tourism roadmap for 2025 to 2033 and have put forward experiences for the good travel experiences to be assessed. I think, to me, that was the success of that came together very much just this month on the 21st of September when we had the first industry awareness session that was led by JTB. They led that with their sustainability committees, and that brought together with a discussion panel for the sector with 70 businesses, 70 organisations, and that hadn't been involved in sustainability before, many of them, really with a panel that brought together Aqaba Association, Aziza, certified Travel Life certified tour operators, the Restaurant Association, Hotel Association, the GSTC trainers in the area, and representatives from the Ministry of Tourism. So I think you can see how that has really brought together this process through from 2022 when we focused on the business case, 2023 looking for those quick wins, the top 100 success, to working towards collaboration around the top 100, Travel Life, the National Sustainable Forum that was led by JTB, and then this year working towards the awards assessment, the Good Travel Alliance that JTB have become members of, putting together good travel experiences, and the growth of these institutions, the development of sustainability committees, and really starting to focus now confidently on sustainable storytelling. So thank you very much. Yeah, questions later. Thank you so much. For those of you who have questions about these presentations, please keep your questions for the end of the
5 presentations, so 4 more to go. And we'll invite everyone to sit here and answer your questions. There we go. The next presenter that we have is, there we go. Sorry, Stéphanie Drottier coordinates the Ardennes Ecotourism Club, a unique cross-border network of 250 professionals promoting a shared vision of ecotourism. Based at the Ardennes Tourism Development Agency, Stephanie works at the nexus of tourism, environment, and international cooperation. With a background in local development and territorial engineering, she has led European projects, supported tourism entrepreneurs, and fostered citizen participation. So her focus will be really not on certification, but the engagement of stakeholders, collaboration. Please go ahead, the floor is yours. Merci, bonjour à tous. Je travaille donc à l'Agence de développement touristique des Ardennes, qui a la particularité de se trouver à la frontière avec l'Ardenne belge. Et on travaille beaucoup ensemble, notamment sur ce qu'on a appelé le Club Ardennes Écotourisme. Donc en 2014, on m'a demandé de créer une nouvelle filière pour promouvoir les bonnes pratiques et les prestataires qui faisaient du développement durable, sachant qu'on a une offre très faible dans les Ardennes. On n'a pas de gros resorts, pas de gros hôtels, etc. On a très peu de professionnels qui vont vers les écolabels internationaux connus comme la Clé Verte, par exemple. On l'aimerait bien, on y pousse, mais on n'en avait pas. Et pourtant, on avait un besoin de reconnaissance de cette offre qui est vertueuse, qui méritait d'être reconnue. Et donc, on a créé cette filière de tourisme durable. Avec nos moyens limités et aussi notre amitié avec nos voisins et partenaires belges, on a profité d'un appel à projet et d'un financement européen pour lancer le projet Ardennes Écotourisme, qui a donné lieu à la création du club. Donc on a pu définir des critères, faire des audits d'éco-gestion auprès des professionnels, développer un kit nudgé de sensibilisation des clients aux éco-gestes, organiser des sessions de formation, des rencontres, des éduc-tours pour former les professionnels et les accompagner dans la démarche. Nos premiers adhérents sont arrivés en 2017. Aujourd'hui, on est à 217 membres grâce au travail de tous les référents locaux. À la fin du projet Interreg, donc c'était 2016-2021, il n'y avait plus forcément de moyens pour accompagner les professionnels. Certains territoires ont suivi, comme l'ADT des Ardennes ou la province du Luxembourg en Belgique, mais pas tous. Mais heureusement, on a bénéficié d'un nouvel appel à projet Interreg. Avec le projet Ardennes Tourisme Responsable pour tous, on peut continuer cet accompagnement sur l'ensemble du territoire de l'Ardenne. Et le club évolue, la marque a été déposée. Aujourd'hui, on a un logo, mais je le rappelle, ça n'est pas un label, c'est vraiment une logique de club, de réseautage pour accompagner les professionnels, on l'espère, vers une labellisation. Donc, je vous le disais, pourquoi on a créé ça ? Parce que notre offre n'est pas suffisamment calibrée pour répondre aux écolabels, pas suffisamment peut-être motivée aussi. Et le développement durable en Ardennes, c'est à peu près notre... avec la forêt que vous voyez là, c'est un vrai atout pour nous. En 2014 a été créé un groupement européen d'intérêt économique France-Belgique, l'Ardenne franco-belge, qui porte des valeurs d'authenticité, bien-être, partage. Et donc, le développement de la filière de tourisme durable répondait totalement à cette ambition. Ici, pour la situation géographique, donc les Ardennes françaises, les provinces du Luxembourg belge, de Namur, de Liège et un petit bout du Grand-Duché du Luxembourg. Nos adhérents sont essentiellement en province du Luxembourg belge, non seulement parce qu'ils font un très bon travail d'accompagnement, mais aussi parce que l'offre est 2 fois, voire 3 fois plus supérieure à celle des Ardennes françaises, par exemple. Donc, on voit pourquoi il y a une grosse représentation en province du Luxembourg belge.
Comment les professionnels peuvent rejoindre le club? D'abord, ils doivent adhérer à la marque Ardennes, qui est une marque d'attractivité, comme on en connaît beaucoup en France. C'est gratuit, ça se fait en ligne, mais ça montre l'attachement des professionnels à la destination Ardennes et leur volonté d'être ambassadeurs du territoire. Il y a la possibilité de faire une auto-évaluation en ligne pour savoir où on est, ce qui donne lieu ensuite à une prise de rendez-vous pour une visite sur place. Pendant environ 2 heures, il y a un référent local qui vient sur place, qui étudie tous les critères pour justement apporter des conseils et un plan d'action sur 3 ans à peu près pour à la prochaine visite avoir développé des points supplémentaires. On demande 40% des critères seulement parce qu'on veut embarquer un maximum de monde dans la démarche. Après, quand on parle de promotion, si on doit valoriser les adhérents, on ne va pas prendre celui qui est tout en bas. On va promouvoir pour la destination ceux qui ont les meilleurs scores. Mais on veut laisser personne derrière et avec 40%, il y a suffisamment de preuves de bonne volonté pour continuer l'accompagnement. Nous avons essentiellement des hébergements, quelques restaurants. On a beaucoup de mal à travailler avec les restaurants. Sites de visite, dont Office de tourisme, et les activités extérieures qui ont un système de notation différent parce que on ne juge pas sur le bâtiment. Il n'y a pas de bâtiment, c'est vraiment sur la sensibilisation des clients et l'activité outdoor. Voici un exemple de nos adhérents. Donc ça va des hébergements insolites aux hôtels traditionnels, en passant par des sites patrimoniaux ou des activités extérieures. La grille d'évaluation, donc, il y en a 4. Une pour les hébergements, une pour les restaurants, une pour les sites de visite et une pour les activités extérieures. Vous voyez ici le nombre de critères par catégorie. Je ne vais pas détailler, mais on insiste beaucoup sur l'approvisionnement éco-responsable. Ce qu'on entend par là aussi, c'est beaucoup travailler avec les producteurs locaux, avec les artisans locaux. C'est essentiel pour nous pour développer l'économie locale. Des points sur les énergies et l'eau. C'est là où on peut un peu pêcher nos adhérents en disant vous allez faire aussi des économies de gestion, et ça c'est important pour eux. Et puis après, voilà, les mobilités douces, la biodiversité, on n'a rien inventé de particulier, c'est des critères classiques. Au niveau des outils, on propose à chaque adhérent un kit de sensibilisation des clients aux éco-gestes, un kit qui a été nudgé, etc., avec un accroche-porte, un petit sablier dans la douche, etc. Des sessions de formation, des éductours où ils peuvent se rencontrer, souvent de part et d'autre de la frontière, ça a un intérêt. Des fiches pratiques pour les aider à répondre à leur plan d'action, et une carte des adhérents pour faciliter le réseautage et identifier les prestataires qui sont à proximité de chez eux. Alors pourquoi ils nous rejoignent? Parce qu'on les aide à répondre à la demande des clients. On les aide aussi à réduire les coûts de gestion. Et puis on leur offre une meilleure visibilité. Sur les adhérents de la marque Ardennes, on a à peu près 1100 adhérents de la marque Ardennes. Quand un journaliste ou un influenceur vient faire un voyage, on cherche d'abord parmi les 250 adhérents du club Ardennes Écotourisme parce qu'ils représentent mieux les valeurs de la marque Ardennes que les autres. Et donc, à venir, grâce au projet Ardennes Tourisme Responsable pour tous, on a également un meilleur accompagnement sur l'accessibilité et le tourisme inclusif. Ça, c'est un point qu'on cherche vraiment à mieux développer. Une étude est en cours pour connaître notre capacité d'adaptation au changement climatique. L'Ardenne, je l'espère, est une destination touristique en devenir. On a encore une bonne marge de manœuvre, mais on veut intégrer dès aujourd'hui les habitants. Donc on a déjà une étude sur la perception du tourisme par les habitants, et on va essayer de développer une méthodologie pour bien les intégrer dans les futurs projets de développement touristique. Et bien d'autres projets. Mais si vous avez des questions, je serai à votre disposition. Je vous remercie pour votre attention. Merci Stéphanie. Really great to see also a different approach, not
certification in its classic form, but in a more bottom-up form, I think. Next presenter on the list is Monsieur Jean-Louis Moretti. Jean-Louis has led the Engineering and Development Division at Corsica Tourism Agency since 2011, overseeing the implementation of public tourism policies. As a researcher and lecturer at the University of Corsica, he explores the intersections of tourism and spatial planning. The work of Jean-Louis promotes the vision of tourism that draws on the tradition to build a resilient, modern future for the island of Corsica and its people. The floor is yours, Monsieur Moretti. Thanks. Bonjour à tous et à toutes. Alors, la Corse, dans le domaine du développement durable, a une histoire ancienne qui est pas forcément connue, y compris par les Corses eux-mêmes. Avec le temps qui m'est imparti, je vais essayer en fait de parcourir cette histoire pour arriver à aujourd'hui, à la certification Green Destination, et de vous en donner les grandes lignes. Alors ça commence avec l'institution à laquelle j'appartiens, l'Agence du tourisme de la Corse, ma présidente étant présente aujourd'hui pour la représenter, et notamment ce soir pour la remise des prix. Cette agence, elle est en charge, c'est donc une institution publique qui est en charge du développement touristique décidé par une assemblée délibérante, l'Assemblée de Corse. La Corse a un statut particulier dans l'ensemble français qui fait que le tourisme est géré comme de façon quasiment autonome en Corse. Il s'agit d'une sorte de petit ministère. Le développement durable et le tourisme durable dans ce cadre institutionnel, c'est une histoire qui a été validée officiellement il y a 10 ans. En octobre 2015, la Corse s'est donné un plan d'aménagement et de développement durable. Et dans ce plan de développement durable, il y a un chapitre consacré au tourisme. Bon, c'est donc un anniversaire, puisqu'on est bientôt en octobre. Ça fait 10 ans. Donc je vais, dans les slides qui viennent, parcourir ce qui s'est passé au cours de ces 10 années. Mais je voudrais dire 2 mots des décennies précédentes, parce que pour parvenir à établir et à faire adopter un plan d'aménagement et de développement durable, il a fallu 50 ans en Corse, sous différents statuts. D'abord avant la décentralisation des régions françaises et après celle-ci, 5 ou 6 tentatives qui ont abouti en 2015. Donc c'est un très long parcours, mais ce très long parcours, en fait, il aboutit à un plan que les Corses, finalement, ont toujours souhaité. Et il nous appartient, pour ce qui nous concerne, pour le tourisme, de le mettre en œuvre. Sa mise en œuvre, c'est à la fois une vision politique du développement, qui doit être durable, et une vision spatiale sur les différents territoires de Corse. La Corse, c'est une montagne avec des sommets élevés, à plus de 2000, donc c'est un espace qui est géographiquement cloisonné, donc c'est un ensemble de territoires. Et je ne sais pas si j'ai... Attendez, voilà, oui. Et sur cet ensemble de territoires, nous nous sommes questionnés en termes de mise en œuvre d'un tourisme durable sur des objets, des outils de mise en œuvre. Et c'est là que nous nous sommes donnés pour cadre ce qui est l'objet aujourd'hui de cette petite conférence, c'est-à-dire les labels. Pourquoi les labels ? Alors, d'abord, il faut rappeler une chose, c'est qu'un label, c'est une démarche volontaire.
Il n'y a pas d'obligation. Les acteurs qui s'engagent volontairement, librement. C'est ce que moi j'appelle un cadre, non pas un cadre normatif, parce qu'on n'est pas sous le coup d'une loi, mais un cadre normé. Donc on satisfait librement à des normes qui demain peuvent se traduire avec l'évolution, notamment au sein de l'Union européenne, de la législation sur l'environnement par un cadre normatif. Le premier outil, c'est justement un outil européen, l'écolabel européen, que nous avons définitivement adopté. Tout à l'heure a été évoqué par la représentante des Ardennes, la Clé verte. C'est un autre label dans l'hébergement touristique. Notre choix s'est porté sur l'écolabel européen, créé par l'Union européenne il y a une trentaine d'années, partagé par les 27 pays de l'Union. Le déroulé des familles de critères, vous le connaissez peut-être. Pour ceux qui ne le connaissent pas, rapidement, et on va le retrouver sur les autres labels, on en a déjà vu un exemple lorsque Hugo a présenté les familles de Green Destination. Évidemment, vous avez tout ce qui concerne l'économie des fluides, les déchets, la formation, les circuits courts, et l'information auprès des clientèles et la formation des personnels, bien sûr. Ce que nous avons voulu souhaiter, et qui est peut-être, enfin, on l'espère, un peu original et qui peut peut-être servir, qui peut peut-être être dupliqué, c'est mettre en place une opération avec notre propre outil qui dispose de larges compétences et de larges moyens. Donc on a monté une opération entièrement au sein de l'Agence du tourisme qui a été la plus grosse opération jamais réalisée dans l'ensemble français pour encourager l'écolabel européen. Cette opération, elle s'est déroulée entre 2021 et 2023. Et une carte, ça parle toujours mieux que des textes. Donc vous avez l'état des lieux en 2021 et celui en 2025, avec un multiplicateur qui est pas tout à fait de 6, mais qui va pas tarder à l'être, voire plus. Donc voilà, c'est l'illustration tout simplement d'une volonté politique, d'une volonté publique, qui, à un moment donné, se fixe un objectif et met les moyens, bien entendu, pour l'atteindre. Ça, c'est la liste à ce jour de toutes les structures portant l'écolabel européen dans l'hébergement. En bas, à droite, en vert, je vous mentionne qu'il y a une vingtaine de candidatures en attente et c'est une tendance qui, désormais, est constante. Donc, notre objectif, c'est, modestement, mais je vais quand même le dire, c'est de prendre la tête en France des territoires écolabellisés dans l'hébergement touristique. On a créé des outils permanents pour les acteurs. On a créé d'abord un club où les candidats et les écolabellisés se réunissent et débattent. On a créé un intranet, une plateforme qui leur permet d'échanger aussi. Il y a des gens qui se posent des questions et d'autres qui peuvent y répondre, qui peuvent donner des conseils, qui peuvent parler de leurs expériences. Voilà pour l'écolabel européen, c'est donc l'hébergement touristique. Autre cadre normé, c'est un cadre français, hein, il concerne les ports de plaisance. Les ports de plaisance sont des outils de développement touristique importants, intéressants, mais avec un impact sur l'environnement. Donc ce label-là a pour objectif d'arriver à 0 rejet dans l'eau de mer. Actuellement, sur 18 ports en Corse, il y en a 2 qui portent le label et 5 qui sont candidats. C'est un label en 2 niveaux. Il s'appelle Port Propre, bien sûr. Et il y a un niveau d'excellence qui s'appelle Port Propre actif en biodiversité. Actif en biodiversité, ça va dans le sens d'un tourisme, vous avez tous entendu le terme de régénératif. Donc il faut imaginer quelque chose qui non seulement n'a pas d'impact, mais améliore l'environnement.
un port le possède et un deuxième est candidat. Dans le cadre de cette stratégie de développement durable du tourisme en Corse, je l'ai dit, la Corse est une montagne. Une montagne, c'est compliqué en termes de mobilité, parce que ça cloisonne l'espace géographiquement. Et c'est compliqué pour une discipline qui est le cyclisme, et qui pourtant est un objet important aujourd'hui en termes de mobilité douce. Donc c'était un pari d'essayer de promouvoir le cyclisme en Corse. Mais on a eu la chance d'accueillir le Tour de France, qui est un très grand événement international. Ça a aidé, ça a été un coup de projecteur. Et dans la foulée, et grâce aussi à la technologie, notamment l'assistance électrique, on s'est lancé dans le développement du cyclotourisme. Dans le cyclotourisme, il y a un label qui s'appelle, un label français, qui s'appelle Accueil Vélo, et dont les critères, évidemment, comportent du développement durable, une partie respect de l'environnement, formation, etc. Et évidemment, accueil de ces clientèles, puisque ce sont des clientèles qui ont des besoins spécifiques. Aujourd'hui, nous avons sur un parcours qui est notre parcours phare de 600 km, nous en sommes à une trentaine d'hébergements qui portent ce label. Voilà, ça c'est la carte avec le tracé en rouge qui passe à l'intérieur de l'île. Et enfin, je conclurai, puisqu'on est ici au congrès de Green Destination, sur ce label international auquel nous nous sommes intéressés il y a 2 ans, accompagnés par Euracom, ici présent. Et l'idée, elle est simple. Ce soir, la présidente se verra remettre la distinction. Donc ça nous fait plaisir, bien entendu. Mais ça nous fait aussi plaisir parce qu'on considère que c'est un label comme il en existe pour les marques. Vous savez que pour les marques, on parle de marque ombrelle. Et pour nous, c'est un peu le label ombrelle qui vient coiffer tous les autres. Et ce qui nous fait plaisir, c'est l'encouragement qui est donné à tous les acteurs de chez nous, tous les acteurs corses, qui, je le disais tout à l'heure, les labels sont une démarche volontaire, une démarche libre, mais ils se sont engagés. Et ça vient aussi soutenir cet engagement, le fait que l'institution s'impose à avoir une performance sous l'angle d'un label international. C'est un engagement aux côtés des acteurs de Corse qui est aussi un cadre de travail pour les 2 années à venir, pour essayer de parvenir au niveau supérieur. Oui, c'est là-dessus que je voulais terminer. C'est une réflexion qu'on a entamée cette année à l'ITB Berlin, une discussion avec les grands tours opérateurs allemands. Ce qui nous intéressait, c'était de commencer à réfléchir aussi en termes de marketing, l'impact de la labellisation. Il y a des études, il n'y en a pas énormément, mais il y a quelques études qui ont été réalisées sur cet impact en termes de marketing. Comme ça, en B2B, avec les principaux opérateurs allemands, voilà, vous avez les réponses. Tous sont, on s'en doute, mais il fallait aussi le valider, extrêmement intéressés par la démarche et commencent même à demander des disponibilités sur les établissements labellisés. Et je pense que ça, c'est la dernière partie de la boucle, puisque le développement du durable, c'est un cercle vertueux. Donc il faut terminer avec cet aspect-là, et ensuite on aura un système vertueux qui se mettra en place. Je vous remercie. Thank you so much, Monsieur Moretti. From Corsica, we are going to cross
the Mediterranean to Morocco. Mohamed El Hafid is the head of support and training at Submasa Smart Tourism, a regional development company promoting tourism SMEs in Agadir, Morocco. With a PhD in management sciences and a master's in tourism planning and management, he brings extensive expertise in hospitality, catering, investment, and professional training. His work focuses on strengthening local tourism ecosystems through targeted support and capacity building initiatives, helping tourism professionals thrive while contributing to the region's sustainable economic development. Please, Monsieur Mohamed, the floor is yours. Thank you, Mr. Hugo. Chère audience, bonjour. Salam alaikum. Donc, je viens du Maroc, de la région Souss-Messa, et plus précisément de la ville d'Agadir, capitale, chef-lieu de la région Souss-Messa. Alors, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait, ce qu'il fait la SDR, comme il est une société de développement régional et qui appuie l'investissement et l'entrepreneuriat dans la région Souss-Messa. Donc, et son lien avec la labellisation qui est le sujet de cet atelier. Donc, je vais faire de mon mieux pour gérer le temps qui m'est accordé en fonction de la quantité des informations qu'on va présenter. Alors, ça, une belle photo de la région, de la ville d'Agadir. Vous voyez la belle plage, le soleil et le grand nombre d'hôtels qui est sur la promenade de la ville d'Agadir. Donc, alors, la labellisation est un sujet très important pour nous. Donc voilà, les organes de gouvernance de la SDR. Donc, il s'agit d'une première SDR au Maroc, qui est une expérience pilote dans notre pays, à généraliser par la suite, et est portée par le ministère de l'Intérieur, par le ministère du Tourisme, la SMIT, la Société marocaine d'ingénierie touristique, le Conseil de la région Souss-Messa qui représente les élus, et la Chambre de commerce. Donc, c'est une société publique, mais de droit privé, avec un actionnariat 50% qui vient du Conseil régional et de la Société marocaine d'ingénierie touristique. D'où est venue l'idée de créer cette société. Donc, on fait référence au discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, en 2019, et qui a mis l'accent sur l'importance de la TPE-PME dans le tissu économique national, puisqu'il représente presque 95% de notre tissu économique. Alors, l'idée était de soutenir l'entrepreneuriat touristique dans la première destination touristique balnéaire au Maroc, qui est la région d'Agadir. Voilà. Donc voilà, notre mission, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat et les investissements, et aussi la culture d'excellence, être un partenaire incontournable dans l'appui de l'entrepreneuriat touristique. Et voilà. Je passe directement. Alors, sur ce slide, pour moi, c'est le plus important de cette intervention, parce qu'il résume un peu ce qu'on fait. Alors, on commence toujours par un appel à projet ou un appel à manifestation d'intérêt. Puis, les entreprises ou bien les porteurs de projets qui sont présélectionnés passent par un processus d'accompagnement et de formation technique et métier. Et puis, il y a un appui à l'investissement et financement sous forme de fonds perdus. Et puis après, il y a la labellisation et la communication et promotion. Alors, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par M. Moriti. Donc, la labellisation est une démarche volontaire. Alors, le défi, c'est comment convaincre les entreprises touristiques existantes ou en voie de création d'adhérer à ce label. Alors, la baguette est là. Nous avons l'appui à l'investissement. Et on a la main sur tout le parcours. Donc, il s'agit non seulement d'un audit supplémentaire ou un audit de plus, mais aussi un accompagnement de bout en bout qui commence par la présélection et qui se termine par la communication et la promotion. Donc, les entreprises qui sont éligibles dans notre label, c'est soit les entreprises qui sont en transformation, c'est-à-dire en phase d'accélération, notamment pour améliorer leur compétitivité, ou bien les entreprises en phase de création. Et nous avions comme objectif de créer et de transformer 150 entreprises touristiques dans un délai de 2 ans. La cible du programme, donc on parle sur toutes les filières touristiques. Il y en a ceux qui sont réglementaires, à savoir l'hébergement, l'agence de voyage, le guidage, la restauration, le transport touristique et certains métiers de l'animation touristique. Nos subventions partent de 100 000 dirhams, ce qui est 10 000 euros, jusqu'à 600 000 euros. Donc, c'est des subventions qui vont de 10% jusqu'à 50% du montant d'investissement, qui est aussi important pour les investisseurs, afin de les inciter à adopter ces démarches de labellisation. Ça, c'est un autre point important qui est la commercialisation.
on a présélectionné, on a accompagné, on a aidé à l'investissement, mais il faut aider aussi à la commercialisation. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme digitale de commercialisation avec un partenaire français qui permet à ces entreprises de mettre leurs offres gratuitement dans cette plateforme et qui est accessible via plateforme, via une application, voilà, une application mobile. Alors maintenant, on arrive à la labellisation. Donc, nous avons comme objectif de labelliser 60 TPE-PME touristiques dans la région Souss-Messa. Aujourd'hui, on a reçu à peu près 79 demandes pour ce label. C'est un label qui a été porté par le ministère des Finances dans le cadre de l'économie bleue, qui vise bien sûr l'économie d'eau et ainsi de suite. Alors, on essaye d'aider ces entreprises à adopter des éco-gestes, en réduisant leur consommation d'eau, d'énergie, etc. Pour la construction de ce label, donc on a fait un benchmark à l'international, on a essayé de faire des entretiens, des ateliers avec l'écosystème touristique dans la région, puisqu'on a, alhamdoulilah, Dieu merci, on a un écosystème touristique très structuré. On a les associations professionnelles qui représentent les hôteliers, les restaurateurs, les agences de voyage, le transporteur touristique. Et on a mis beaucoup d'ateliers afin de collecter leurs besoins, apprendre leurs défis et essayer de proposer des solutions. Alors, on a mis en place une charte d'engagement. Ce label va servir à quoi? Donc, accueillir les clients dans le respect de l'environnement et du patrimoine, diminuer l'impact environnemental de l'activité, s'impliquer dans l'économie sociale, mettre l'humain au cœur de l'activité et faire évoluer les produits et services innovants. Et pour donner plus de crédibilité à notre label, on a créé 2 comités. Il y a un comité de pilotage qui regroupe les principaux intervenants et les principaux parties prenantes de ce label. Il y a public et privé, et aussi il y a un comité technique d'attribution de label. La mission de ce comité technique, c'est bien sûr veiller sur l'exécution de la stratégie, la validation de la présélection, les rapports, et puis après assurer le suivi des entreprises. On est aujourd'hui dans la phase de la formation des évaluateurs, parce que c'est un label qui est en cours de construction et de design, et bientôt ça va commencer. Pour la validité de notre label, on parle de 3 ans maximum, une fois l'entreprise est labellisée. Et puis après, le certificat final des outils de communication, plaques et logos seront remis à l'entreprise une fois ils montrent leur engagement définitif. Donc, le logo de notre label, c'est les feuilles. Soit on a 2 feuilles, soit on a une feuille, soit on n'a aucune feuille. Voilà, donc je ne vais pas vous parler du reste des démarches, mais je vous montre la part de chaque secteur, chaque métier ou bien filière dans notre cible. Il y a l'hébergement, il y a 28 hébergements, chose qui est importante. Il y a 21 activités d'animation. Nous avons 11 entreprises qui font de la restauration, chose qui est très importante pour nous, puisque la restauration de notre région est basée principalement sur les produits de terroir, puisqu'on a pas mal de produits de terroir, à savoir l'argan, l'amande, le citron et ainsi de suite. Il y a aussi le guidage touristique qui est représenté avec les agences de voyage. Donc, nous avons mis aussi des critères par filière. Pour l'hébergement, il y a 24 critères. Pour la restauration, 28 critères. Pour l'animation, il y a 25 critères. Voilà. Donc, pour résumer un peu, quels sont les facteurs clés de la réussite de ce label, c'est que c'est un parcours unique, un interlocuteur unique qui est la SDR Smart Tourism, qui représente les autres parties prenantes. Il y a aussi moins de complexité, parce que dans un premier lieu, il faut attirer les professionnels pour adhérer, et puis après passer à une autre étape, là où on va mettre bien sûr mettre à jour nos référentiels. Et aussi, il y a l'accompagnement technique et financier qui est une chose très importante, et aussi la crédibilité via des comités, comme j'ai cité tout à l'heure, comités de pilotage, comités d'attribution, qui représentent et le public et le privé. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci
Merci beaucoup, Mohamed. This brings us to the final presenter of today, Nicolas Fourcroy, legal expert specialized in European law and policies, began his career with the European institutions, then worked as lobbyist supporting the development of renewable energies, but now founding Eurocom, based on two principles: vertical integration of expertise from regulatory to operational levels, and supporting local authorities in their transitions, such as, for example, Corsica. The floor is yours, please. Merci Hugo. Je savais que c'était un risque de passer en dernier. Mon intervention s'est terminée il y a 14 minutes dans le programme. Quelques mots sur Euracom. Euracom est une société de conseil que j'ai créée il y a 20 ans, cette année, en 2005, avec comme principe d'accompagner les territoires en transition sur trois grandes catégories: le développement des énergies renouvelables, le développement des solutions de mobilité durable et, depuis une dizaine d'années, le tourisme comme levier de la régénération des territoires. À ce titre, on a une méthodologie particulière, c'est qu'on est parti, comme je suis juriste de formation, des enjeux réglementaires pour les amener au plan opérationnel. Dans le tourisme, on a fait l'inverse. On est parti de l'opérationnel, c'est-à-dire en accompagnant un grand projet d'infrastructure touristique dans le nord de la France, et on a remonté tout, on va dire, le versant, on va dire, de l'activité jusqu'aux dimensions réglementaires qui nous amènent à traiter de ces questions de labellisation. Aujourd'hui, Euracom s'est posé la question de savoir comment, on va dire au niveau des territoires, on pouvait accompagner, impulser des dynamiques en matière de durabilité, notamment en matière de tourisme. C'est pour ça qu'on s'est rapproché, on va dire, des organismes qui géraient des labels de destination pour comprendre quelles étaient les mécaniques, quels étaient les critères et surtout quel allait être l'impact de la mise en œuvre de ces labels au niveau territorial. Et aujourd'hui, on va dire, le propos qui va être le mien va être de vous présenter un petit peu notre perception de cet impact, dans la mesure où aujourd'hui, en ce qui concerne Green Destinations, nous avons audité une grande partie des destinations qui ont participé au programme ACP, que ce soit en Normandie ou alors en Occitanie, et nous en avons accompagné d'autres, comme la collectivité territoriale de Corse avec l'ATC, mais également la baie de Somme et le Montreuilois, sur des dimensions qui étaient complètement différentes. C'est pour ça que, on va dire, mon propos parle de subsidiarité. Quand on voit la cartographie des acteurs régionaux qui sont compétents en matière de tourisme, on s'aperçoit qu'il y a une multitude d'acteurs à des niveaux complètement différents. Ça va des régions, ça va, on va dire, des agences départementales. On a maintenant des entités qui voient le jour comme des SPL, qui ont pour but de l'animation, on va dire, touristique d'une partie d'un département ou d'un territoire, les OT communautaires qui sont à l'échelle des EPCI, ou encore les OT de stations, puisque la loi NOTRe a laissé la possibilité aux OT, on va dire, de stations balnéaires, de garder la compétence qui n'est pas retenue à ce moment-là au niveau de l'EPCI. Donc tout le monde est compétent, finalement, en matière de tourisme à l'échelle d'une région. Par contre, quand on pose la question de qui prend le flambeau pour la durabilité, c'est pas évident. C'est pas évident parce que les orientations sont différentes et les objectifs des uns et des autres sont différents. On a en plus, on va dire, la coexistence de différentes échelles, parce que la conception de la définition de la destination, elle n'est pas la même que vous soyez du côté d'une institution publique ou du côté du visiteur. Le visiteur, il a une conception de la destination qui ne connaît pas des limites administratives. C'est sa perception, on va dire, de l'endroit qu'il a envie de visiter, où il a envie d'aller. En plus, il existe des marques territoriales, des marques de destination qui viennent encore une fois brouiller cette perception. Par contre, lorsqu'on commence à parler de labellisation en matière de tourisme durable, là, on voit un phénomène complètement différent qui se met en œuvre. Parce que là où finalement, cette question de la compétence en matière de durabilité parfois ne se limite pas, on va dire, au périmètre d'un OGD, on se rend compte que le dialogue qui s'installe dans le cadre d'une labellisation pose impérativement la question de à quelle échelle on va devoir traiter efficacement cette dimension et cet accompagnement. Et ce n'est pas forcément, effectivement, au plus petit dénominateur. La subsidiarité,
Alors ça, c'est une notion juridique, vous m'excuserez, il y a un petit atavisme de ma part en tant que juriste. C'est on va dire, un principe qui est très, très utilisé, notamment au niveau européen, quand il y a des partages de compétences. Donc la subsidiarité, c'est un principe politique qui fait qu'on va mettre le niveau de l'action, de l'intervention, au niveau qui est le plus pertinent, le plus cohérent. Là, grâce au label, on s'aperçoit qu'on voit apparaître une subsidiarité qui est soit ascendante, c'est-à-dire que là où on considérait au plus petit niveau qu'il y avait une envie éventuellement de se positionner, on se rend compte qu'il faut monter un petit peu d'échelle pour que ça soit effectivement efficace, ou alors elle est descendante, c'est-à-dire qu'il y a une impulsion au niveau régional, et à ce moment-là, on va trouver, en redescendant l'échelle, le niveau qui a du sens en termes de destination. Alors, comment ça se manifeste? On s'aperçoit qu'en ce qui concerne Green Destinations, il y a eu des niveaux d'impulsion qui étaient complètement différents. On l'a vu, la collectivité territoriale de Corse, avec l'ATC, a pris l'initiative d'impulser une démarche qui, aujourd'hui, va se déployer au niveau des régions touristiques de l'île. Pour l'Occitanie, on a eu un appel à manifestation d'intérêt. Dans les Hauts-de-France, c'est une agence départementale qui a déclenché une dynamique là où elle était, on va dire, enlisée depuis plusieurs années, puisqu'il n'y avait pas eu de consensus sur qui allait prendre finalement ou financer, on va dire, la problématique. Sur ces questions de financement, je prenais l'échelle tout à l'heure de l'action régionale, on s'aperçoit que si, par exemple, un office du tourisme a envie de déclencher cette dynamique qui a un coût et qu'il va rechercher à la financer dans un contrat de destination, ça ne va peut-être pas être pris en compte par la région parce que ça n'est pas déjà ou encore dans les priorités. À l'inverse, dans le contrat de destination qui est proposé, si, on va dire, la dimension environnementale est prise en compte, elle ne couvrira peut-être que 1 ou 2 aspects sur l'ensemble du contrat, alors qu'elle devrait être logiquement transversale. Donc, le dialogue autour d'un projet de labellisation permet de définir le cadre pertinent. Dans le cas du Montreuilois, 5 organismes de gestion de destination s'étaient positionnés pour participer au label. Dans le cas des échanges que nous avons animés avec eux, on a déterminé qu'on ne ferait que deux démarches, une au niveau de l'Office de tourisme communautaire et une autre au niveau de la notée de station, parce qu'il y avait des caractéristiques spécifiques qui justifiaient qu'elles ne soient pas traitées dans l'ensemble. Donc économie d'échelle et aussi création de synergie entre les destinations pour, encore une fois, assurer une chose qui est essentielle, c'est le maintien du progrès en termes de stratégie de durabilité dans un contexte économique global ou juridique, où on voit ces orientations décliner de plus en plus en termes de désirabilité ou, on va dire, de politique publique. Ces synergies se mettent en œuvre également dans un autre sens. Par exemple, la démarche de labellisation a été portée par le grand site de la baie de Somme. Aujourd'hui, on considère que l'évolution de la démarche va s'étendre certainement au niveau à l'échelle du parc naturel régional, afin de prendre en compte l'ensemble des besoins au niveau du territoire. Donc vous avez une partie là, petite au départ, qui s'étend dans la période d'évolution du label. D'autre part, on s'aperçoit également qu'il y a coexistence au niveau du territoire de différents labels, alors que ce soit des labels de destination ou encore des labels qui sont destinés aux infrastructures, et qu'il y a très certainement, on va dire, des synergies et des correspondances entre les uns et les autres. Par exemple, si vous traitez au niveau du territoire Green Destinations et Destination d'Excellence, il y a certainement un besoin de reconnaissance mutuelle entre les labels pour faciliter le fonctionnement. De même que, comme on va dire, ça se passe au niveau de la Corse, le fait de participer à Green Destinations peut redonner un élan pour les établissements au niveau de l'écolabel pour la période qui vient. Et ça, c'est le renforcement des liens entre labels socio-professionnels et de destination. Et enfin, je pense que lorsqu'on a un territoire qui a adopté dans une large mesure
un dispositif, eh bien, il est impératif qu'un dialogue s'installe entre les différents lauréats de ces dispositifs afin de développer une capacité à la fois de traitement des problématiques communes au travers d'échanges de bonnes pratiques, mais aussi de peser dans le maintien des financements qui sont liés à ces démarches de labellisation de destination. Je vous remercie. Merci, Nicolas. Thank you all. And I would like to invite all the presenters now to come have a seat at the high chairs. So we have the opportunity for questions and answers and discussions. Is there anyone from the room who has a question about any of the presentations? Please go ahead. We have only 2 microphones, so I'm going to, yeah, please go ahead. I'm going to pass this to you. Bonjour à tous. Excusez, je parlerai en français. Oui, j'ai une question à propos des socioprofessionnels, donc sur les territoires qui sont labellisés, et puis ensuite dans les différentes démarches que vous avez exposées qui étaient très claires. Est-ce qu'à un moment, vous avez des indicateurs de performance de leur activité économique, de comment est-ce qu'elles bénéficient des démarches, notamment de développement durable ou de labellisation, puisque c'est un constat. C'est vrai que dans les activités socio-économiques, le nerf de la guerre, c'est de savoir si on va perdurer et que notre activité va pouvoir traverser des crises, etc. Est-ce que, de ce point de vue-là, le fait d'être vertueux est aussi une promesse d'une meilleure réussite économique des entreprises? My French is milieu, but I understand. Is your question to a certain person or general? En général, oui. Peut-être que les expériences sont différentes. I'll let the microphone go through. Yep. La question, elle se termine, enfin non, elle est centrée sur, c'était la dernière slide que j'ai présentée, lorsque je disais qu'on a eu un échange avec les grands tour opérateurs allemands sur l'attractivité des labels transition écologique en termes de clientèle. C'est un peu le sens de votre question. Alors, je répondrai moi de la façon suivante. Comment notre collègue marocain a évoqué, j'allais dire la difficulté, ce n'est pas forcément le cas, mais la nécessité de convaincre les acteurs pour porter un label. Une démarche, elle commence de cette façon-là. Il faut convaincre. Encore une fois, ce sont des démarches volontaires, il n'y a pas d'obligation. Ce que nous avons constaté quand on lance ce type de démarche, c'est que la conviction au début est extrêmement simple, parce qu'il y a beaucoup de gens convaincus sur les territoires. J'élargis, je sors de la Corse, hein, je pense que c'est universel. Il y a beaucoup de gens qui font les choses bien. Vous pourrez toujours me dire que je suis trop optimiste, mais j'en suis convaincu. Et à ce moment-là, le label vient simplement valider quelque chose qui se faisait déjà bien. Et après, vous savez, c'est l'image du fer de lance en marketing. Le fer de lance, c'est les leaders d'opinion. Et ces leaders d'opinion entraînent après les autres dans le sillage de leur démarche. Alors les autres, ils sont un peu moins militants. On fait une typologie là. Hein. Ils sont un peu moins militants, mais la transition écologique, elle a ceci d'intéressant, c'est qu'elle leur fait faire des économies sur le fonctionnement des structures.
Et du coup, c'est un autre facteur d'attractivité pour porter les labels. Et enfin, il y a votre question. Alors j'y réponds quand même, mais on y parvient après. C'est un cheminement. À la fin, est-ce qu'un label sur la transition écologique dans le tourisme est un facteur d'attractivité pour les clientèles? Je dirais que déjà, il faut qu'il y ait un effet de seuil. C'est ce qu'on a vu à l'ITB Berlin, puisque là, on s'adresse aux grands opérateurs. Si vous n'avez pas un certain volume, vous ne pouvez pas répondre. Donc, il faut commencer par rassembler un nombre suffisant pour arriver à un seuil où on est à la fois visible sur le marché, et là, par contre, je ne pense pas trop m'avancer en disant visible et attractif. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les grands opérateurs avec qui nous avons échangé. Il y a une appétence. Et je terminerai en disant qu'aujourd'hui, notre meilleur atout, vous savez ce que c'est notre meilleur atout? C'est le marché. Voilà. Parce que le tourisme est générationnel. Il ne se pratiquait pas hier comme il se pratique aujourd'hui, ni demain. Et le marché suit cet effet générationnel qui générera de plus en plus d'exigences sous cet angle-là. Okay, the question was about, tell me if I'm wrong, because the question was some minutes ago, about the positive impact of the labels regarding the professionals using them. If you have something to say about it. Alors je suis encore plus optimiste que Jean-Louis Moretti sur l'impact des labels, parce que lui le voit au niveau, on va dire, des visiteurs. Moi, je vais vous dire ce que j'aimerais que les labels déclenchent. Au niveau du financement des PME, TPE, moi j'aimerais bien que les organismes bancaires reconnaissent les établissements labellisés et leur offrent, on va dire, des conditions d'emprunt, de prêt, des facilités qui soient plus favorables que celles qui ne sont pas labellisées. Parce que l'effort qui est réalisé dans le cadre d'une démarche de labellisation, c'est un effort envers la résilience de l'entreprise face, on va dire, aux difficultés qu'il peut rencontrer dans le futur. Et ces types de labellisation devraient être reconnus comme une façon de bien gérer des entreprises dans le secteur touristique. Donc ça devrait être un impact supplémentaire au-delà de l'augmentation de la fréquentation ou de la reconnaissance par les visiteurs et les tour opérateurs des établissements qui sont labellisés. From my perspective, I think one of the less technical advantages, but just psychologically seeing, when you have got these labels, it gives people the confidence to talk about what they've done. It also encourages other people to do that when they can see people telling their stories. And I think going forward with all the transition and the EU standards that are coming in, that whole process of having, as a business or as a destination, a roadmap about how you go forward with sustainability, how you learn to track, monitor and measure what you're doing, whether you do it for a certificate or whether you do it to help your storytelling or whether you do it for because there are statutory obligations. That's a process that is very important, both for the robustness of what you're doing as an operation and your storytelling, and to meet any longer term statutory obligations. Thank you, Alison. Any other questions from? Yeah, let's go ahead. Bonjour Marie, je représente Alien Tourisme. Donc c'est la fédération des offices de tourisme, comités départementaux et régionaux de tourisme. Je voulais juste apporter un point au débat que je pourrais traduire juste après. Au national, on a fait une étude d'un panorama de 50 labels avec acteurs du tourisme durable qu'on a étudié tant sur le fond, donc comment ils fonctionnent, quels sont leurs critères au regard des ODD de l'ONU,
et aussi sur la forme, donc à savoir depuis combien de temps ils existent, comment est le process de candidature, d'audit, etc. Donc il y a des labels certes nationaux, mais aussi des labels internationaux, dont Green Destination. C'est Mathieu Lescanf qui a été notre contact là-dessus. Pour construire ce guide, on a fait les entretiens avec tous les professionnels, les propriétaires des labels notamment. Et ce qui leur sort, au-delà de l'aspect marketing final pour le client, là où ça prend le mieux, c'est dans le tourisme d'affaires, parce qu'il y a de la RSE, RSO, et donc des attentes plus fortes des clients MICE. Et autrement, ce qui peut être dit, c'est que les labels préfigurent très souvent des évolutions législatives et sont aussi maintenant des critères d'éco-conditionnement à des financements européens, nationaux, etc. For a short translation, I will try it. Thank you. I represent a National Federation of Tourism Offices in France, and we've made a benchmark and analysis of 50 labels and certifications and so on with another national association in France. And this analysis is on what does the label contains regarding ODD, Sustainable Development Objectives of the UNO, sorry. SDGs, right? Yeah. Sorry. And regarding also how do all the certifications works, and like how many times the evaluators come on the field, is it on the field or Visio, or how many times do you need to candidate and so on, how many times does it take? So if you want, it's free online in French, sorry, but maybe IA will help you translate. And Thank you. There are 50 of them and maybe 10 which are internationals. Very, very interesting to see that analysis. I think it's very good every now and then to really make that benchmark and see what's out there in terms of labels. And in your, but your question is to the others what the SDGs are, for example, or is it just an announcement that you're making? Certifications and labels are very good in economics for MICE sector because societies are expecting to be good when they are going to Congress and so on. So they are the first which says that it's very important to them before individuals for leisure tourism, which labels are not the first change for them. It's first place and price, then things for children and so on, then if I need to take my car and so on, and then if I have 2 choices or 3 choices, maybe I will choose one with certification because I am sensible with that, but it's not the first point of choice. And certifications helps a lot because there are eco-conditionings for financial aids, and there are also sometimes something before legislative evolutions. Mm-hmm. Anyone of the panel would like to respond to this remark? No? No? Okay. I saw there are very high raising hands. Sorry, so just as she said, there's like 50 labels in France or even international. We do have a lot of labels. So I wanted to ask, especially in the Ardennes or anyone else, why do we still create today our own referential, our own questions, our own label, and not base ourselves on existent labels which already exist? So why do you choose it to make your own label? Je peux le traduire en français si vous voulez. The Ardennes Ecotourism Club is not a label. We want to push them to join Green Key or European Eco Label. It's not a label. I do insist on that. We just want a network to promote good practices and
help the professional to improve their practice in sustainable management, but we are not label. Alors, je trouve que c'est une question très pertinente. Pourquoi créer plusieurs labels et tout? Donc, moi, je dirais que ça dépend de la destination et sa maturité. Donc, si je prends le cas d'une destination là où il y avait une vocation durant plusieurs décennies pour accueillir que le all-inclusive et de voyage low cost, alors pour convaincre ces gens à adopter des démarches voilà, éco-gestes et tout, je pense qu'il faut commencer par des labels locaux. Et comme j'ai participé ce matin à un atelier où il y avait l'importance du partenariat, c'est-à-dire je peux commencer un label chez moi, dans ma destination, et faire un partenariat avec une autre destination qui est bien développée et assurer cette transition. Et on peut avoir un label solide qui représente non seulement une destination, mais plusieurs. Mais je pense que ça va être une démarche qu'on peut adopter pour que ce label soit un label fort et significatif, je pense. Je dirais que la création d'un label correspond à la compréhension d'un besoin par des utilisateurs de ce label. Et comme les perceptions sont différentes, on arrive, on va dire, à une multiplication de ces labels. Alors, il y a des démarches qui sont, on va dire, top-down, par exemple Green Destinations, référentiel mondial, et développement à l'échelle d'un pays, d'une marque territoriale particulière, comme Slovenia Green, et comme ce qu'on a vu ce matin avec la Thaïlande. D'un autre côté, vous avez des labels sectoriels, le SNELAC, le syndicat national des entreprises de loisirs et des activités de plein air. Je dois louper un truc dans la définition, mais quand ils créent leur label divertissement responsable à l'émotion durable, ils créent quelque chose qui correspond aux besoins de leurs membres que ces membres ne trouvaient pas dans d'autres labels socioprofessionnels existants. Mon opinion, c'est qu'à terme, il va y avoir une convergence de ces différentes méthodologies afin d'arriver à quelque chose qui soit lisible à l'échelle du marché concerné. Maintenant, on a quand même un enjeu qui est majeur, c'est la préservation de l'intérêt à la fois socio-professionnel et du public pour ces labels dans un monde où la durabilité commence à prendre des coûts de plus en plus importants. Alors que l'enjeu, ce n'est pas la perception marketing ou autre, c'est la résilience des écosystèmes, c'est la résilience des destinations. C'est pour ça que nous, on travaille sur le tourisme comme levier de la régénération des territoires. Thank you so much. I remember throwing a few more hands here, right? You had also a question? Bonjour, merci beaucoup. C'est une question générale concernant la problématique de labellisation. On en a discuté ce matin parce que on remarque que beaucoup de labels s'adressent à des entreprises. Et quand on veut appliquer la démarche de labellisation sur les territoires, ça semble difficile parce que pour les entreprises, il y a des porteurs de projets sur lesquels on pourra agir et réagir pour s'approprier le label avec des grilles et des méthodes techniques. Mais pour les territoires, au Maroc, on a eu beaucoup du mal à le mettre sur place. Est-ce que vous avez des conseils? On en a discuté avec un directeur de Green Destination ici ce matin-là. Il y a des dispositifs qui se font, mais au Maroc, on en a besoin. Donc, pour la labellisation des territoires, si vous avez des conseils, des orientations, des exemples, peut-être. Voilà, merci. Merci. That was very fast. Is there anyone who can summarizing the question in English? I'll try to translate your question. He was asking how do we go for to label to certificate a destination when it's easy for businesses, it's more complicated for a destination, and how do we do that? As far as I'm concerned with the Ardennes destination, we are just beginning to work with Green Destinations. We had our first workshop
earlier this month. So I'm not the best person to answer, but it's very a political willing. I think it's mostly that. I think in Jordan, Aqaba has recently been working with green destinations and in terms of their certification scheme. And I don't know whether, Selma, you just want to say a few words about that process that you've been through in getting a region to come behind supporting that process, because I mean, in Aqaba it's a city and a region. It's not a small destination. I think one of the largest, destinations that are taking on the process, and certainly getting that political support high up, and the work that's been involved has been quite significant. So I don't know if you want to say a few words. Actually, in brief, we started the journey with the green destination in terms of evaluating the destination with the first 15 criteria and where we are. Then we applied for the top 100 stories. Afterwards, we had more 15 criteria that we have also evaluated the destination. Then we moved to another top 100 stories. And after that, we started with the Green Bronze Award. The criteria are very incentive, and it needs that you have to approve evidence for each criteria in terms of destination management, climate, nature, and sceneries, the 6 categories that Hugo mentioned. But the most important thing that high Euroscore, which is how many certified eco-label, tourism eco-label or green eco-label that you have in your destination for the hotels, restaurants. For us, we have a green fence for diving. So as much as you have, as more as you have green certification for the enterprises, tourism enterprises, it can raise your scores with the evaluation. This is in brief. Yeah, I think a good summary is it's a long process. It's not like with a business that you can prepare it with a few months or maybe a little bit longer if it's bigger business and you have everything under control. This certification of a destination requires a lot more stakeholder involvement because there are so many different stakeholders involved in managing a destination. So that's definitely one of the challenges for destination certification. But I think what shows tonight also with the awards ceremony that it's quite a few destinations who managed to do it. It's just that that ultimate level of high GCC accredited certification, 100% compliance with the standard is limited. How it's achieved, actually, the accessibility to that is quite limited. It's quite few destinations around the world. Look at the map of the GSTC. How many destinations are actually there? There's a few dozens around the world. Going to the accessibility of labels, I would like to share one more round of questions because it's quite a current topic with in the EU, especially with the EU regulations soon requiring the label for any claim by a destination, by a tourism business regarding their sustainability. So the voluntary nature is going to go more in well, not really a forced nature, but it's going to be a requirement if you want to make claims about your sustainability performance. So starting maybe with here, Monsieur Moretti, can you share your thoughts on how accessible and the current labels are, like the European ecotourism label? Is it accessible for all the smaller businesses in Corsica, for example? Has there been any trouble or any challenge with the destination or with the businesses to access a label purely in terms of capacity or financial resources to invest in the work that it takes? With
the accessibility of the label for especially businesses, for the European eco-label, in terms of investments, capacity to achieve it. Is it a challenge in the experience? Sur le cas spécifique, si c'est la question de l'écolabel européen, les investissements sont généralement faibles. Ce n'est pas le cas de tous les labels. J'ai évoqué le label sur les ports de plaisance. Là, ce sont des investissements lourds, parce qu'il faut supprimer les rejets en mer. Donc ça, oui, ça demande beaucoup d'investissement. L'hébergement, sous l'angle de l'écolabel européen, mais je pense également sous l'angle d'autres labels comme la clé verte qui a été évoquée, c'est très variable. C'est très variable. Mais en moyenne, non. Ce sont des investissements relativement faibles. Par contre, et c'est aussi un investissement, c'est la formation des hommes. C'est peut-être, si on fait une moyenne aujourd'hui, nous qui avons géré près d'une centaine de dossiers, c'est vraiment l'investissement majeur. Former les personnels aux exigences du label, faire en sorte que non seulement ces personnels puissent répondre sur des critères tels que les déchets, les circuits courts, mais aussi sensibiliser la clientèle. Donc ça, c'est plus qu'un investissement classique financier, c'est une sorte de révolution culturelle au sein des établissements. Et donc, il faut évidemment qu'il y ait une volonté forte de la direction de l'établissement. En Corse, nous avons une chance qui n'existe pas partout, c'est que les établissements sont petits, de petite taille, et ils appartiennent exclusivement à des Corses. Donc, des personnes qui, pas toutes, mais généralement, s'engagent pour la Corse et donc ensuite demandent à leur personnel de se former et de devenir des médiateurs envers les personnes qui sont accueillies. Thank you. So if I understand correctly, it's not such a big investment according to your experience for the accommodations when it comes to ecotourism, eco-label, European eco-label, or the Green Key. For other ports, it's a bigger investment, but the major investment is the training, education, right? I think one of the other advantages, and particularly for this is not so much through accommodation or Good Travel Seal, but we've seen it with Travel Life, working with tour operators, and as well as some of the bigger accommodations. But the other motivation to invest is that there is a demand from tour operators out of Europe for a supply chain that has responsible credentials, and the best way to show that is that they have certification. So you see it with the big chains that are operating, international chains, have the certification schemes because they're having to do that because they're international ownership. And also then with tour operators working with certification and then having much more of an obligation to try and support their supply chain. So, there is
not necessarily the direct consumer demand. I mean, we say that we see that in the surveys, that people aren't looking for that, but there is a commercial demand, and a lot of that is driven by EU legislation again, and it's impacting not necessarily just within the EU, but with the destinations we work with outside the EU who want to export their holidays to Europe. They're having to take that into consideration. So, that accessibility element and the investment is always better seen if they can see the market opportunity for doing that. And we did a similar piece of work for Visit England, actually, on assessing the certifications that were being used across the UK and mapping those. There was one particular label that is based in the UK and had the support of the National Tourist Board, if not financially, but in terms of validation, and therefore they had 2,000 or 3,000 businesses compared to some other international ones that had far fewer. And in that situation, you're seeing that market, which one is the most recognised in the territories that you're working in. And I think that's the other factor, that if you've got a label in Jordan, Green Key is the predominant accommodation label, in other places, again, those are the ones you tend to want to feel that that's the best investment in. So, I think there are those pragmatic market influences that also drive that desire or choice of certification. Thank you. Nicolas? Je crois qu'une grosse question, c'est les conditions de l'accessibilité. Parce qu'encore une fois, que ce soit des entreprises ou même des entités publiques, participer à un label en termes de financement, de coûts, d'ingénierie, ce n'est pas donné à tout le monde. Je citais tout à l'heure l'exemple de petits offices de tourisme ou de stations où il y a 2 personnes. Éventuellement, on va dire un alternant ou un vacataire l'été pour faire du conseil en séjour. Ils sont incapables, sans un support extérieur, de mener, on va dire, le travail nécessaire. Et ça, je pense que Jean-Louis Moriti a été un petit peu modeste au regard de l'impact de l'ATC sur le déploiement de l'écolabel, parce que sans l'ingénierie, le rôle de Mathilde, on va dire, dans le déploiement et les financements qui ont été mis, on va dire, à disposition des établissements pour faire les études nécessaires, il y aurait certainement beaucoup moins d'établissements écolabellisés. Et on le voit, on va dire, même à l'échelle régionale. Moi, j'ai vu des destinations qui demandaient un soutien régional pour rentrer dans Green Destinations, qui ne l'ont pas obtenu, parce que ça ne rentrait pas dans les priorités. Donc il y a un vrai besoin de financement, surtout que souvent, il y a une logique de cofinancement. Même l'établissement public lui-même ne peut pas financer seul, il est obligé de trouver des cofinancements. Donc le contexte local, régional d'accompagnement, pour le privé comme pour le public, est essentiel dans le développement. Merci. Mohamed? Alors, la contrainte qu'on a au niveau de l'accessibilité à ces labels, c'est qu'il y a une contrainte opérationnelle, il y a une contrainte vis-à-vis des opérateurs touristiques concernés. La contrainte opérationnelle, c'est de trouver des experts qui sont reconnus, qui peuvent labelliser. Ça, c'est une contrainte. La deuxième contrainte, lorsqu'on cible des entreprises, on distingue entre les grandes entreprises, des franchises, certainement, des grands établissements qui ne sont pas installés surtout au Maroc. Leur siège, bien sûr, la décision vient de l'extérieur, donc ça, c'est difficile de les convaincre pour adopter une démarche écolabel. Par contre, les petites entreprises touristiques, les hébergements, les maisons d'hôtes, les gîtes, les petits restaurants, ils montrent leur intérêt parce que pour eux, c'est un plus, c'est du marketing, c'est une distinction commerciale. Ça sert ou ça sert à rien, mais quand même, ça reste une distinction dans un contexte là où il y a un grand changement de la destination. La vocation de la destination passe d'une destination de low cost vers une destination, on va dire, distinguée par le développement durable. Donc, ça reste quand même un plus. Et on n'a pas compliqué nos critères d'éligibilité afin d'avoir le maximum possible dans ce premier lot, qui est de 60. Et puis après, peut-être au fil du temps, on peut serrer si on trouve bien sûr l'assistance ou des partenaires qui peuvent nous aider à développer notre référentiel qualité. Dernier mot pour cette question? Non?
Any other questions from the room? Urgent? That's your final chance? No? Then I think it's good to close this session. Thank, on behalf of everyone, on behalf of Green Destinations, the panelists. Yeah, looking forward to seeing you tomorrow again for an exciting new day of the Green Destinations Conference. No, sorry, I'm saying tomorrow, but of course, many of you will see tonight at the dinner and the award ceremony. It will be a festive event, and see you soon.